L'évaluation des dommages dans le domaine de la pollution des sols est bien sûr un sujet complexe. L'intérêt puis le chiffrage d'une opération de dépollution dépend en effet d'abord des caractéristiques de la pollution, comme son étendue, sa nature, sa concentration, mais également de son contexte. Par exemple, dans certains cas, il peut s'avérer qu'une dépollution n'est pas nécessaire. Dans d'autres cas, une dépollution totale ou partielle peut être retenue. C'est la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, qui a été mise à jour en 2017, qui va fixer la démarche à suivre, y compris dans le cadre d'une expertise judiciaire. J'ai donc choisi, à travers une étude de cas, de vous montrer comment on peut appliquer cette méthodologie nationale afin de répondre aux chefs de mission qui sont habituellement fixés dans le cadre d'une expertise judiciaire. Le cas d'école que je vous propose est un cas fictif, inspiré de situations réelles. Un promoteur achète un site d'activité artisanale pour construire une résidence avec des parkings souterrains. Malheureusement, lors de travaux préliminaires, une pollution par des hydrocarbures est mise en évidence autour d'une cuve de fioul enterrée. La présence de remblais urbains est également identifiée. Bien sûr, ces découvertes génèrent des surcoûts qui ne sont pas prévus par le promoteur et qui justifient d'engager une procédure judiciaire contre le vendeur. La mission de l'expert est également inspirée de plusieurs affaires distinctes, où l'on retrouve des points classiques à toute ordonnance, comme la visite de site et l'examen des pièces, et des points plus spécifiques au contexte de la pollution, comme la vérification effective de la pollution puis de ses caractéristiques, mais également sa compatibilité avec les usages actuels et futurs, les travaux réparatoires et leurs caractéristiques, des éléments complémentaires permettant d'établir les éventuels préjudices. J'ai volontairement écarté les éléments relatifs aux responsabilités parce que le champ des possibles semble trop vaste dans le cadre d'une présentation de ce type. La méthodologie de 2017 s'applique à tous les sites pollués, y compris ceux qui ne relèvent pas de la réglementation des installations classées pour l'environnement. Elle pose le principe d'une priorité à la suppression des pollutions concentrées. Et lorsque ce n'est pas complètement possible, à l'issue d'un bilan coût-avantage, d'un arbitrage entre la suppression partielle de la pollution et la maîtrise des impacts de la pollution qu'on laisse en place. Autrement dit, lorsque c'est possible, on enlève tout. Et si c'est pas possible, on vérifie que la pollution qu'on laisse en place ne génère pas d'exposition inacceptable. La méthodologie prend en compte des enjeux de santé humaine, la ressource en eau et la biodiversité. C'est une démarche qui est spécifique à chaque site, qui est itérative et évolutive. Autrement dit, les mesures de gestion vont évoluer en fonction des connaissances disponibles sur la pollution. Enfin, la méthodologie est articulée avec d'autres réglementations, comme celle relative aux déchets, qui intéressent les terres excavées. En plus de la méthodologie de 2017, il existe un second outil dans le domaine des sites et sols pollués, qui correspond à la norme NFX 31620, qui est en 5 parties. Une première partie qui fixe les exigences générales qui s'appliquent au bureau d'études. Elle demande par exemple de justifier des compétences et de la formation du personnel, de sa déontologie, de la possession de matériel nécessaire et surtout d'assurance adaptée. Les 4 parties suivantes fixent les exigences sur chacun des domaines d'activité couverts par la norme, à savoir le domaine A des études qui nous intéresse plus particulièrement, mais aussi la maîtrise d'œuvre, domaine B, les travaux de réhabilitation, domaine C, et enfin les attestations de prise en compte des mesures de gestion de la pollution, domaine D. Il existe un référentiel de certification dit LNE qui est adossé à la norme et permet de certifier les entreprises du domaine des sites et sols pollués. La première mission de l'expert, qui est de se rendre sur les lieux, correspond à une prestation élémentaire de la norme qui s'appelle la visite de site, prestation A100. Elle permet de vérifier que le site est localisé dans une petite zone d'activité, enclavée dans une zone résidentielle. Que le site couvre une surface de 750 m² environ, avec un bâtiment de 300 m². On va s'apercevoir que la surface du site est en surélévation de 1 mètre par rapport à la parcelle voisine, mais également que des fossés périphériques bordent le site en limite sud et est. Le site accueillait une activité artisanale de maçonnerie avec une cuve de gasoil enterrée dans le bâtiment. La communication et l'examen des pièces correspond pour la méthodologie et la norme à une prestation A110, enquête documentaire et mémorielle. Cette prestation permet de constater
que le site faisait partie d'une copropriété de 4 lots, mais également que le bâtiment existant était construit en 1989 et qu'il était inclus dans un site industriel de plus large extension qui était présent, lui, depuis 1927. La consultation des bases de données permet d'identifier que ce site industriel présente une histoire longue et complexe, avec des activités variées comme le travail des métaux, la fabrication de composés électroniques et diverses activités de service. La communication et l'examen des pièces peuvent également participer à la réalisation d'une étude de vulnérabilité, qui est codifiée A120 pour la norme. Elle va permettre de préciser le contexte général du site et de sa pollution. Ainsi, en analysant plusieurs sources d'informations, on pourra positionner le site par rapport à l'occupation générale des sols aux alentours, la présence de zones sensibles comme les SNIEF, les ICO, l'hydrographie et le contexte météorologique. On va également avoir des premières informations sur la géologie et l'hydrogéologie locale, la présence, la profondeur des nappes phréatiques par exemple, et enfin la potentielle existence de sites industriels à proximité qui vont pouvoir générer des pollutions croisées à prendre en compte dans notre analyse. Sur la base de la visite du site et de l'examen des pièces, une première approche théorique de la problématique peut déjà être proposée aux parties. Elle peut être formalisée par une note d'expertise qui correspondrait au schéma conceptuel initial de la méthodologie cité sol pollué. Pour notre cas d'étude, dans l'usage actuel, les sources de pollution potentielles sont les sols pollués par des hydrocarbures, mais également par les remblais, qui sont susceptibles de montrer une qualité chimique médiocre, avec la présence de mâche-fer ou de déchets de démolition. L'importance et l'étendue de ces sources n'est pas connue à ce stade de l'étude. Ces sources peuvent relarguer des contaminants vers la nappe, si elle est présente, puis vers les fossés en cas de drainage. La présence éventuelle de composés volatiles dans les sols peut avoir une influence sur la qualité de l'air dans le bâtiment par transfert au travers de la dalle béton. Les cibles retenues sont alors les travailleurs, donc les personnes travaillant dans les locaux, et aucun puits n'est identifié dans l'aquifère exploitable à l'aval proche du site. Les sources potentielles restent les mêmes pour un usage résidentiel. Le changement d'usage peut cependant faire évoluer les risques en activant des nouvelles voies de transfert. Par exemple, le remplacement des parkings par des espaces verts pourrait en effet permettre un contact direct avec les sols pollués et l'inhalation de poussières contaminées. Les populations exposées sont également plus sensibles, avec des enfants ou des personnes âgées par exemple. Sur la base de cette première synthèse, un chiffrage des investigations à mener pour lever les incertitudes peut être proposé aux parties, pour faire l'objet d'une consignation. Pour la norme, cette prestation élémentaire est codifiée à 130, élaboration d'un programme prévisionnel d'investigation. En fonction des situations, un coût d'étude entre 5 000 et 15 000 euros hors taxe et un délai de 1 à 2 mois semble adapté. Après consignation des fonds, les investigations sur site mettent en évidence, pour les sols, prestation élémentaire A200, la présence systématique de 1 mètre de remblai urbain reposant sur des argiles. Les remblais présentent une pollution diffuse en métaux et en hydrocarbures lourds. Une pollution ponctuelle et concentrée en hydrocarbures totaux d'une surface de 350 m² est également cernée dans les remblais. Cette pollution ne se poursuit pas significativement dans les argiles sous-jacentes. Pour la prestation A210, analyse sur les eaux souterraines, la présence d'une nappe dans les remblais à environ 1 mètre de profondeur, mais qui n'est pas significativement impactée par la pollution des sols. Pour la prestation A220, mesure et analyse sur les eaux superficielles, une qualité de l'eau des fossés identique en aval et en amont du site. Pour une prestation élémentaire normée A230 sur les gaz du sol, la présence sous la dalle du bâtiment de composés hydrocarbonés volatiles de type aliphatique. A l'inverse,
il n'est pas noté de différence entre la qualité de l'air à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, à l'issue de la réalisation d'une prestation A240 sur l'air ambiant. Les résultats des investigations permettent de faire évoluer le schéma conceptuel initial vers un schéma conceptuel final. Pour l'usage actuel, les investigations confirment la présence et précisent l'importance des deux sources de pollution suspectées, celle des hydrocarbures, qui est locale et concentrée, et celle des remblais, qui est diffuse et généralisée. Les données sur les eaux permettent d'écarter les risques de transfert sous forme soluble. Les données sur les gaz permettent de considérer que l'exposition des travailleurs par inhalation des gaz du sol n'est pas pertinente en l'état. A l'inverse, le changement d'usage rend potentiellement actifs les risques par inhalation de gaz du sol via les parkings, mais aussi le contact direct et l'inhalation de poussière contaminée sur les futurs espaces verts. C'est la démarche de l'inventaire de l'état des milieux qui s'applique pour dire si l'état de pollution est compatible avec les usages actuels. Cette démarche considère que l'usage des milieux peut uniquement être constaté. Elle prend en compte uniquement les aspects sanitaires, en distinguant les situations où on peut avoir une libre jouissance des lieux, où il est nécessaire de mettre en place des actions simples, ou les situations nécessitant des mesures plus lourdes de gestion et donc la réalisation d'un plan de gestion. Cette démarche se base sur une comparaison entre des mesures in situ et des valeurs de référence, comme les valeurs de gestion mises en place par les pouvoirs publics, les états initiaux ou les valeurs d'analyse de la situation. Dans notre cas d'étude, pour les usages actuels, on retient que la pollution des sols est non affleurante, qu'il n'y a pas d'impact significatif sur les eaux souterraines et superficielles, et que les gaz présents dans les sols sont sans impact sur l'air ambiant. L'UM amène donc à conclure que le site est compatible avec les usages actuels et qu'il ne nécessite pas d'action corrective. Pour la compatibilité avec les usages futurs, la méthodologie fixe comme cadre celui du plan de gestion. Le projet est d'abord un projet de démolition du bâtiment existant, avec une remobilisation des surfaces bitumées ou bétonnées. La pollution par des hydrocarbures, qui est limitée dans l'espace, devient alors facilement accessible. On est alors dans le cas de la suppression de la totalité de la source de pollution concentrée. En cohérence avec le chantier en cours, la mesure de bon sens qui s'impose est celle de l'excavation et de l'élimination des sols en centre agréé. Le projet, c'est aussi à terme la mise en place de voiries et d'espaces verts. La pollution des remblais, qui peut générer des risques sanitaires par contact avec les sols de surface, est diffuse, multicomposée et étendue, y compris probablement à l'extérieur du site. Elle ne peut donc pas être traitée et nécessite de garantir que les impacts sont maîtrisés. Les remblais sont alors maintenus en place et confinés sous les voiries et les espaces verts, avec la mise en œuvre d'un géotextile et l'apport de 30 cm de terre végétale saine. Entre les deux cas un peu simplistes présentés précédemment, il existe une multitude de situations où un arbitrage est nécessaire selon le principe du bilan coût-avantage. La question principale qui est de savoir où s'arrêter dans le cas d'une dépollution partielle assortie de mesures de traitement des risques trouve une réponse par, dans un premier temps, la définition des teneurs de coupure, au-dessus desquelles on retire le maximum de polluants en traitant un volume de sol limité. Cette approche peut par exemple être illustrée par le principe de Pareto. On traite 80% de la pollution pour 20% des sols. Le calcul des teneurs de coupure se fait via une analyse statistique de la répartition de la pollution, puis un bilan massique. Dans un second temps, des objectifs de réhabilitation sont fixés en intégrant les teneurs de coupure définies précédemment et plusieurs autres considérations techniques qui sont relatives à la mobilité des polluants, les techniques de dépollution disponibles, les usages du site, les objectifs de qualité, les risques sanitaires et les aspects financiers.
Au-delà du traitement de la pollution et de ses impacts, la gestion des déchets doit également être prise en compte dans l'évaluation des travaux engagés. Pour notre projet, par exemple, on prévoit la construction de parkings souterrains. Au droit du futur parking, et en excluant les sols pollués par les hydrocarbures, des remblais devront donc être excavés sur 1 mètre. Ces matériaux qui présentent des anomalies chimiques doivent être traités comme des déchets. Ils devront donc être évacués vers des exutoires adaptés, comme les installations de stockage de déchets inertes, déchets non dangereux ou déchets dangereux, en fonction des résultats obtenus sur des tests spécifiques. L'aboutissement de la démarche permettant d'évaluer les dommages consiste à chiffrer les travaux réparatoires en durée et en coût. Il semble alors utile de rappeler que l'ensemble des investigations détaillées précédemment sont issues du domaine A de la norme. Elles sont donc relatives à des missions d'étude et non de maîtrise d'œuvre. L'estimation des coûts et des durées de traitement n'est donnée qu'à titre de comparaison, pour la sélection de stratégies de traitement. Certains ordres de grandeur peuvent néanmoins fournir des repères utiles pour l'évaluation des travaux. Ainsi, des coûts de dépollution par terrassement, évacuation des terres puis remblaiement peuvent atteindre 100 à 150 € hors taxe par tonne pour des durées de chantier de quelques jours à quelques semaines. L'intérêt de cette approche est de fournir une solution relativement bien maîtrisée en coût et en durée pour un résultat qui est garanti. Elle doit souvent être assortie de multiples réserves relatives principalement à l'accessibilité de la pollution qui peut se situer sous ou proche d'un bâtiment ou sous la nappe. L'approche par confinement permet dans une certaine mesure de s'exonérer des contraintes de coût et de temps. La mise en place d'une couverture de surface est généralement déjà prévue dans les projets d'aménagement et sa durée de vie est égale à celle des futurs aménagements. Une adresse internet gérée par l'ADEME et le BRGM permet enfin d'avoir des informations relatives à la faisabilité, au coût et à la durée de différentes techniques de dépollution in situ, sur site ou hors site. Ces éléments doivent néanmoins être avancés avec prudence, car ils nécessitent généralement la réalisation d'essais de faisabilité ou traitabilité qui correspondent à des missions de maîtrise d'œuvre. Les éléments relatifs au préjudice peuvent, dans une certaine mesure, être considérés dans l'évaluation des dommages. Sans rentrer dans les détails, des éléments découlant directement de l'approche développée peuvent être pris en compte comme la mise en place de restrictions d'usage ou la mise en place d'une surveillance environnementale. Des éléments plus annexes, mais également importants, peuvent être avancés par les parties comme les conséquences commerciales du respect du devoir d'information aux futurs acheteurs ou les implications de dérive des délais sur des chantiers de construction ayant déjà commencé.